Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cet entretien pour la télévision grecque publique. Vous savez que le 25 mars, la Grèce fête évidemment une célébration particulière. Ce sont les 200 ans de la guerre d'indépendance face à l'Empire ottoman. Vous étiez attendu, vous avez été invité, je crois, par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, mais vous ne pouvez plus aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je regrette de ne pas être là avec mon épouse pour ces célébrations. Malheureusement, le contexte sanitaire me conduit à rester à Paris. Et donc, je veux d'abord avoir un message vraiment d'amitié, de respect pour tout le peuple grec, pour le pays, la nation, et pour évidemment les autorités, la présidente, le Premier ministre nous avait invités. Jusqu'à il y a 2 jours, je devais venir. Mais l'épidémie repart très fortement partout en Europe. Nous avons dû en France prendre des restrictions et je pense que c'était plus convenable de m'appliquer à moi-même ce que je demande à nos concitoyens. Mais je serai vraiment de cœur avec vous pour les célébrations officielles de jeudi matin et aussi pour ces rendez-vous de mercredi soir. On va parler de la crise sanitaire, évidemment, parce que ça concerne tous les pays de l'Union européenne et le monde entier. Est-ce qu'il reste quelque chose, aujourd'hui, entre la France et la Grèce, de cette vague de philhellénisme sans précédent qui a poussé la Grèce à l'autodétermination, à l'indépendance ? Oui. D'abord, je pense qu'il y a un lien indéfectible entre la Grèce et l'Europe, entre ce qui nous fait comme étant une civilisation, le legs, en quelque sorte, de la Grèce antique et de la Grèce au reste de l'Europe. On pourra y revenir. Mais il y a dans l'histoire, en effet, moderne et l'histoire contemporaine, un lien encore plus fort, c'est celui de l'attachement à la liberté et l'aventure européenne. Il y a 200 ans, la Grèce a fait rêver l'Europe. En particulier la France. Est-ce qu'elle fait encore rêver aujourd'hui, Monsieur le Président ? Mais elle fait rêver aujourd'hui, parce qu'on célèbre là les 200 ans en effet de l'indépendance. On célèbre aussi depuis le début de cette année les 40 ans de l'entrée dans l'Union européenne. C'est-à-dire les 40 ans aussi d'un moment de liberté, d'ouverture, et bien évidemment on a destin lié. Et la Grèce, elle est aux avant-postes de la liberté européenne. Elle est aux avant-postes de ce combat de civilisation. On l'a encore vu ces derniers mois. Donc oui, elle fait rêver. Vous le savez, chaque année, et on fera tout avec le Premier ministre Mitsotakis pour œuvrer et pouvoir rouvrir, permettre justement de rouvrir votre pays formidable à nos jeunes, nos étudiants, nos archéologues, nos académistes et nos touristes. Mais la Grèce fait rêver aujourd'hui, comme elle faisait rêver hier, parce qu'il y a ce lien unique. Monsieur le Président, vous avez parlé effectivement de l'actualité récente, vous l'avez évoqué, cet été qui était un peu chaud en Grèce. C'est une position géopolitique et stratégique à part, ça l'était déjà il y a 200 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a les moyens de garantir une situation de paix dans la région, notamment entre les relations tendues entre la Grèce et la Turquie ? Oui, l'Europe a les moyens. Et je pense que tout ça arrive aussi à un moment géopolitique où nous avons tous œuvré pour dire nous avons besoin d'une Europe plus souveraine, plus indépendante, qui a ce que j'appelle cette autonomie stratégique, c'est-à-dire qui peut décider pour elle-même et se protéger elle-même. Nous avons les moyens. Nous avons les armées, les équipements, la puissance diplomatique et économique qui nous permet de faire cela. Et je pense que la Grèce a évidemment une situation unique à cet égard, parce qu'elle est aux avant-postes dans cette Méditerranée orientale où se joue quoi ? Le sujet des migrations. On l'a vécu en 2015, on le vit encore aujourd'hui. Et donc l'Europe doit savoir protéger ses frontières extérieures. Pour évidemment la Grèce, mais enfin pour nous tous. La coopération avec les puissances voisines, parce que nous n'avons pas d'espace de paix si on ne sait pas bien coopérer, avec la Turquie, pour stabiliser les choses, avec le Liban, qui n'est pas si loin et qui, si demain il est en situation encore plus difficile, sera un énorme problème pour nous tous. Avec la Syrie, dont nous venons malheureusement aujourd'hui de vivre les 10 ans de conflit. Et de l'autre côté de la Méditerranée, avec la Libye, pour ne citer qu'un exemple. Et donc, la Grèce a cette position absolument clé en Méditerranée orientale, qui pour l'Europe est essentielle. Elle est essentielle pour notre souveraineté, pour notre vie économique, parce que c'est un lieu de richesse, d'échange, et elle est essentielle pour notre rapport au Proche Moyen-Orient et à l'Afrique. Simplement, moi je suis de ceux qui pensent très fermement qu'on doit à chaque instant être aux côtés des alliés européens quand ils sont attaqués dans leur souveraineté, quand ils sont menacés dans leur indépendance, le respect de leurs frontières. C'est ce que la France d'ailleurs a fait à l'été 2020 quand cela s'est passé.
Et c'est dans le même état d'esprit, j'imagine, que vous avez envoyé 500 soldats au large de la Crète il y a quelques semaines pour une opération de contre-terrorisme. C'est quoi le signal envoyé ? Le signal envoyé, c'est que nous devons continuer à œuvrer ensemble pour protéger nos citoyens. Ce qui justifie un État, philosophiquement, ontologiquement, c'est de protéger ses citoyens. Et donc, quand on est face à des risques qui sont les risques de puissance, les risques terroristes, etc., on doit travailler ensemble pour mieux protéger nos citoyens. Et donc oui, nous avons plusieurs exercices, l'un qui vient de se passer, un autre qui est aussi prévu par le Premier ministre, dans lesquels nous allons travailler ensemble, nous déployer ensemble, améliorer encore notre coopération, mais qu'il s'agisse de notre marine, qu'il s'agisse de notre armée de terre, de notre aviation. Nous avons cette tradition, nous œuvrons ensemble et nous continuerons de le faire, parce que je considère qu'un grand pays de l'Union européenne doit pouvoir vivre en paix aujourd'hui. Et je pense que si l'Europe veut aussi pouvoir vivre en paix, elle doit bien savoir protéger ses frontières et construire ses espaces de paix. Est-ce que vous avez le sentiment, Monsieur le Président, que l'Europe a été jusqu'au bout de la logique sur la crise migratoire, avec les Grecs qui parfois se sentent pris en otage de la situation, avec des images difficiles? Non, je pense qu'on est tous confrontés aujourd'hui, et c'est vrai de tout ce qu'on appelle les pays de première entrée. Ce terme n'est pas très beau, mais la Grèce, l'Italie, l'Espagne ont été confrontés à des scènes extrêmement dures, parce que ce sont les pays où arrivent les femmes et les hommes qui fuient. Nous avons des situations qui sont très différentes à cet égard, parce que j'aime pas ce terme générique de migrants. Il y a des femmes et des hommes qui fuient leur pays parce qu'il est en guerre, et ce sont ce qu'on appelle les combattants de la liberté. Ces femmes et ces hommes, il faut absolument les accueillir, les protéger, les nourrir, leur permettre de bâtir leur vie, parce qu'ils ont déjà vécu tant de drames. C'est ce qu'on a connu en 2015 avec celles et ceux qui fuyaient la Syrie. C'est ce qu'on a pu connaître venant de Libye également. Et donc là, l'Europe doit pouvoir s'organiser. Elle a besoin de plus de solidarité. Ensuite, nous sommes confrontés aujourd'hui, de manière très claire, à un détournement de ce droit d'asile. C'est-à-dire que beaucoup de citoyens du monde fuient leur pays pour des raisons économiques et utilisent en quelque sorte ces routes et ce statut de demande d'asile pour arriver sur notre continent. Ils demandent l'asile, ils savent qu'ils ne l'auront pas la plupart du temps. En tout cas, les trafiquants, parce que derrière tout ça, il y a un commerce, leur ont promis, ils le demandent et ils utilisent nos lenteurs bureaucratiques et ils finissent par rester dans des situations extrêmement précaires et mettent l'Europe en difficulté sur le plan humanitaire, sur le plan, je dirais, moral et économique et social. Et là, il faut mieux nous organiser pour mieux protéger nos frontières extérieures, démanteler ces réseaux de trafiquants qui font beaucoup d'argent grâce à cette misère humaine, qui font prendre tous les risques à ces femmes et ces hommes qui fuient pour des raisons économiques. Et il nous faut organiser de manière européenne ce sujet des migrations. Et donc moi je pense qu'on a laissé, oui, beaucoup trop la Grèce, comme l'Italie et l'Espagne seules face à ce problème. Et ce problème il finit par se poser ensuite pour les autres. Vous savez, la France est en ce moment le premier pays d'accueil de ce qu'on appelle les mouvements secondaires. Les gens n'arrivent pas en France, mais une fois qu'ils arrivent dans l'espace européen, le pays où ils vont le plus se mettre, c'est en France. Le pays où ils vont le plus demander l'asile ou des titres. Et donc, c'est un sujet pour nous tous. C'est pourquoi, dans les prochains mois, on va mettre beaucoup d'énergie pour essayer, de mieux coopérer avec les pays d'origine et les pays de transit pour éviter ces mouvements économiques. 2, mieux protéger nos frontières. Pour la Grèce, on doit beaucoup plus l'aider à protéger ses frontières extérieures. Ça n'est pas qu'un sujet pour la Grèce elle-même, c'est un sujet de solidarité. Et pour l'Europe. 3, harmoniser nos droits. C'est-à-dire, en fond, dire c'est un sujet européen et on doit harmoniser notre droit d'asile, nos règles pour aller plus vite, mieux gérer. Et 4, de la solidarité entre les États membres. La charge ne doit pas peser que sur les pays où ces femmes et ces hommes arrivent. Plus de solidarité. Et sur le plan de la santé, maintenant, autre dossier brûlant, la Commission européenne a donné son feu vert à la création d'un certificat européen. Est-ce que c'est la condition sine qua non, Monsieur le Président, pour pouvoir voyager aujourd'hui ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, j'espère qu'on pourra rouvrir avant d'avoir totalement, mais pour nous coordonner. Vous savez, l'Europe, depuis le début de la crise sanitaire, c'est un formidable succès économique. On a réagi vite, fort. La réponse monétaire a été dans les semaines qui ont suivi. La réponse financière, budgétaire, dès l'été 2020. La dernière fois, on avait mis, rappelez-vous, plus de 4 ans, au fond, à avoir une vraie réponse. Et encore, elle était incomplète. La Grèce l'a payée dans sa chair, avec beaucoup d'injustice, en étant victime de ces attaques sur les dettes souveraines. Là, on a réagi tout de suite. Vrai succès européen.
2, l'Europe de la santé, ça n'existait pas, ce n'est pas une compétence communautaire. Et donc on a réussi à faire des choses. Certains nous disent, à juste titre, qu'on aurait dû aller plus vite, plus fort, mais cette Europe des vaccins, de la recherche, de la coordination, elle est bonne, moi je la défends. C'est un acquis de cette crise. Vous verrez que dans quelques mois, là aujourd'hui, on a été trop lent, moins rapide que les États-Unis d'Amérique. Vous êtes d'accord que sur les vaccins, il y a un souci de coordination Non, aussi. ce n'est pas un souci de coordination. Je vais vous le dire très sincèrement. Je pense que d'abord, on n'a pas pensé que ça irait aussi vite. La recherche en Europe s'est faite. Beaucoup d'ailleurs de la recherche mondiale sur les vaccins vient d'Europe. Les Américains ont eu un mérite. Dès l'été 2020, ils ont dit on met le paquet et on y va. Et donc ils ont eu plus d'ambition que nous. Et le quoi qu'il en coûte qu'on a appliqué pour les mesures d'accompagnement, eux l'ont appliqué pour les vaccins, la recherche. Nous, on n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller. Je vous le dis très sincèrement, tout le monde, les experts eux-mêmes d'ailleurs, disaient jamais dans l'histoire de l'humanité on a mis moins d'1 an pour faire un vaccin. Formidable réussite. Et donc, là-dessus, on a sans doute, en quelque sorte, moins rêvé aux étoiles que certains autres. Et je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie. Oui, de dire c'est possible et on y va. On est trop rationnel peut-être. Mais à côté de ça, je défends le fait que la vaccination ne peut marcher qu'en européen. Ça n'a aucun sens d'avoir une vaccination État par État, pour les raisons que vous évoquez. Si tout le monde est vacciné en Grèce, mais qu'on ne peut pas rouvrir les frontières parce qu'on n'est pas vacciné en France, en Espagne, en Allemagne, le tourisme ne sera pas meilleur. Donc on a besoin d'avoir une vraie vaccination européenne. 2, on devait acheter entre Européens. Sinon, quel spectacle on aurait eu? Une division à 27, terrible. 3, on est en train là de rattraper. On est un peu un diesel. On ne peut plus trop parler dans les temps qui courent de ces moteurs. Mais ça démarre lentement, mais ça va loin. À la fin de l'année, on aura... D'abord, on a commandé 2,5 milliards de doses. Donc largement de quoi faire pour nous, pour la solidarité, pour prévoir la suite. Nous serons l'espace d'ici au 2e semestre qui produira le plus de vaccins au monde. Et en plus, on doit préparer la capacité à produire les boosters, c'est-à-dire les vaccins qui vont permettre de répondre aux variants. Maintenant, ce qu'on doit réussir à faire, c'est se coordonner. Parce que là où l'Europe... Ça dépend de qui? Ça dépend de nous, États membres, et de la Commission. La Commission, elle doit nous aider à avoir en quelque sorte une feuille de route commune, mais c'est aussi aux États membres et au Conseil, qui va se réunir là en fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, quand c'est la crise, il y a trop de comportements non coopératifs. Il y a beaucoup d'États qui ont voulu refermer leurs frontières tout de suite, les uns contre les autres. Schengen, qui est cet espace de liberté, s'est un peu réduit. L'ouverture doit être coordonnée, c'est-à-dire qu'on doit avoir des règles qui soient les mêmes pour dire à quelles conditions on réouvre, comment on réouvre nos commerces, notre tourisme, etc. Et c'est l'idée de ce certificat. C'est de dire, essayons d'harmoniser le rythme de nos ouvertures et comment faire pour déjà qu'au sein de l'espace européen, on recircule librement. Donc, vous pourriez l'appliquer, vous, ce certificat, pour les touristes qui veulent aller en Grèce Bien cet sûr. été. Bien sûr. Et donc la question, c'est celle évidemment des tests négatifs, celle des vaccins. Simplement, je pense qu'il faut tous qu'on ait conscience que dans l'espace européen, ce sera très dur cet été de demander aux gens qui veulent voyager d'avoir un vaccin. On sera en train de vacciner, mais on aura commencé par les plus âgés. Un jeune de 18 ans, peut-être que le 1er juillet, il n'aura pas eu son vaccin. Comment on veut qu'il puisse voyager? Ce sera sans doute un test négatif. En tout cas, qu'on ait des règles claires qui soient applicables. Pour qu'au sein de l'espace européen, on puisse rouvrir, que ça puisse recirculer, que le tourisme puisse se faire. Pour nous protéger en réouvrant. C'est ça, vivre avec le virus. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on ait les mêmes règles avec des touristes qui viendront du reste du monde. Les Américains auront vacciné à l'été une large partie de leur population et voudront voyager. Je pense qu'on aura besoin de dire, quelqu'un qui a reçu le vaccin Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca, les vaccins que nous reconnaissons à l'autorité européenne du médicament, ils sont vaccinés, ils le prouvent, ils peuvent venir passer leurs vacances en Grèce. Ça, oui. C'est comme ça qu'on va devoir coordonner les choses. Il faut des règles claires, il faut de l'esprit de coopération et il faut ensuite qu'on puisse progressivement rouvrir les choses. Alors ça, c'est pour la méthode. Et le plan politique et économique, comment rassurer les gens après une année de lassitude partout en Europe? Je pense que, d'abord, il faut toujours dire la vérité. L'été dernier, moi, j'avais dit qu'on vivrait durablement avec le virus. Il faut avoir beaucoup d'humilité. On ne maîtrise pas tout. Là, ce qui est vrai, c'est que la vaccination est quand même un cap sûr. Il y a l'immunité acquise, malheureusement, toutes celles et ceux qui ont été malades.
Mais nous allons être en situation à l'été, moi j'ai dit d'ici à la fin de l'été, ce qui est le cap que je nous ai fixé pour la France, nous aurons proposé à tous les Français adultes qui le veulent le vaccin. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ont exactement le même calendrier. Donc ça veut dire qu'on sera à ce moment-là dans une situation où on peut dire, voilà, on aura vacciné à un niveau qui fait que le virus ne doit plus tourner. Est-ce que ça veut dire que... Ça rassurerait. Ça, c'est un cap qui est à portée de main. Et déjà, dans les prochaines semaines, on aura vacciné de plus en plus de gens en fonction de l'âge. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en France, on a massivement vacciné les plus de 75 ans, en particulier dans les établissements qui les accueillent. On voit une très forte chute et de la contamination et de la mortalité dans cette tranche d'âge. Donc ça fonctionne. Donc ça, c'est le cap qu'on a à l'été. Est-ce que pour autant ce virus va disparaître ? Nul ne le sait. Il est probable qu'il y aura ce qu'on appelle des variants, c'est-à-dire qu'il va continuer de s'adapter, parce que c'est du vivant, et il aura des formes plus résistantes, etc. Ce qu'on est en train de voir avec les scientifiques, les laboratoires, c'est que face à ces variants, on sait avec une piqûre de rappel, quand on a été vacciné ou qu'on l'a eu, apporter une réponse immunitaire. Et donc là, ce qu'on est en train de préparer, parce qu'on a appris de ces derniers mois, c'est d'avoir les capacités européennes pour produire le plus vite possible ces réponses, et donc ces nouveaux vaccins, ce que parfois on appelle les boosters, ces nouveaux vaccins, pour dire s'il y a des variants qui apparaissent à l'automne, l'hiver, au début d'année 2022, là on puisse le plus vite possible les produire et les donner à nos concitoyens. Avec des laboratoires pharmaceutiques français aussi, j'imagine. On a Sanofi qui prépare un vaccin qu'on appelle de deuxième génération, mais par exemple Sanofi a des sites qui aujourd'hui produisent en Allemagne le Pfizer, en France le Johnson & Johnson qui arrive. Donc on a aussi poussé nos entreprises, nos laboratoires pharmaceutiques à s'adapter pour nous aider à répondre à la crise. Donc voilà, on est de mieux en mieux armés, mais c'est vrai que ça a beaucoup pesé. Et la clé aussi, c'est la réponse économique et sociale. C'est-à-dire qu'on doit le plus vite possible réouvrir l'activité, on doit le plus vite possible aider nos pays à redémarrer, parce qu'on en a besoin pour avoir des économies fortes qui financent ensuite ces modèles de solidarité. Puis on en a besoin, je crois, parce que c'est la vie. On a besoin de retrouver une activité pleine et entière, des projets, pouvoir planifier des projets. On a besoin de retrouver aussi cet art de vivre, la culture, la convivialité, qui nous manque tant. Et le moral aussi, un peu partout en Europe. La présidence de l'Union européenne sera française à partir du mois de janvier. Est-ce que vous allez lancer un nouveau chantier ? Alors, j'aurai l'occasion, oui, je compte au deuxième semestre de cette année faire des propositions. J'en avais fait en septembre 2017 pour une Europe de la défense, on a formidablement avancé, pour une Europe de la solidarité et qui a trouvé son accomplissement dans le plan de relance européen de l'été dernier et sur beaucoup d'autres sujets comme les universités européennes, une Europe de la culture et du patrimoine sur lesquels on a beaucoup avancé. Et j'en avais parlé au discours de la PNIX quand j'étais venu à Athènes. Et donc, tous ces sujets ont formidablement avancé, plus vite que d'ailleurs naguère, mais je pense qu'on doit encore aller plus loin. Et donc, je formulerai des propositions au deuxième semestre 2021, en vue de cette présidence française, mais j'essaierai de l'inscrire, si je puis dire, dans l'espoir. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin, tous et toutes, de retrouver de l'espoir. On s'est battu, on a construit de l'esprit de résistance, mais je pense que l'Europe doit sortir de cette période en regardant devant. C'est-à-dire on doit redevenir un continent d'ambition, de volonté de faire ensemble. C'est ce qu'on doit à notre jeunesse. Vous en avez parlé avec Kyriakos Mitsotakis, j'imagine ? Oui, je l'ai eu ce matin au téléphone pour m'excuser, mais on en a parlé parce que cette Europe de la culture, cette Europe des universités, cette Europe de l'innovation et de la recherche qu'on voit pour le sanitaire, mais sur beaucoup d'autres sujets, c'est celle qu'on veut bâtir ensemble. Exactement. Le président Giscard d'Estaing me disait, quelques mois avant sa disparition, qu'il lisait encore les tragédies grecques de Sophocle, parce qu'il essayait de comprendre le monde à travers les textes anciens. Est-ce que vous avez été inspiré par la culture classique hellénique ? Elle m'a formé, ça oui. Les mythes grecs et romains m'ont formé, la lecture des tragédies et je dirais l'adolescent que j'étais qui apprenait le grec ancien a été justement nourri de cela. Les Grecs ont quand même, quand je disais, ils ont apporté à la civilisation européenne, ils ont apporté les mythes, structurant tout notre imaginaire, et d'ailleurs qui ont irrigué ensuite la Renaissance, le classicisme et l'époque moderne puis contemporaine.
Ils ont apporté la philosophie, et moi je dois dire que j'ai beaucoup appris aussi de cette philosophie grecque. J'avais un maître en philosophie qui était Ricoeur, il n'a jamais cessé de les lire. Dans cette édition qu'on a en français, Budet, qui est bilingue, et donc qu'il s'agisse de Platon, d'Aristote, entre autres, ils ont nourri toute la philosophie européenne, et d'ailleurs la philosophie aussi anglo-saxonne très, très largement. Et puis les Grecs ont aussi cédé la tragédie, puisque vous l'évoquiez, les mythes, la tragédie, la philosophie, au fond, pour la première fois dans notre histoire, une capacité à mettre le monde en ordre pour le vivre. Et je crois que c'est ça ce qui a fait l'Europe, c'est-à-dire une capacité à bâtir des catégories de pensée, la capacité à penser l'homme avec la transcendance, à construire les premières formes aussi d'organisation des femmes et des hommes entre eux. Il y en avait, la société sumérienne en avait, etc. Mais à les penser à ce terme, jusqu'à ce point, et à penser l'ordre du monde. Est-ce qu'il y a une devise, Monsieur le Président, de l'Antiquité qui est la vôtre? Non, je n'ai pas de devise unique, mais quand je veux me rassurer, je me réfugie dans l'équivalence parménidienne. Après, il y a toujours, chez Aristote, un concept que j'aime bien, qui est en fond de dire qu'on doit devenir ce qu'on avait à être. Et ce qui n'est pas une forme de théodicée, mais qui est de dire qu'il y a quelque chose dans l'essence d'une situation, d'une personne, qui est déjà là et que les événements progressivement révèlent, mais qui se déploie au fond. Avoir rendez-vous avec son destin. Il y a aussi, pour terminer, Périclès, qui nous rappelle que le plus sage de tous les conseillers, c'est le temps. Qu'avez-vous appris sur vous-même après 3 années passées à la tête de la France, Monsieur le Président? Ou sur les hommes? Question. J'ai appris sur moi, sur les hommes, sur beaucoup de choses. Sur le rapport au temps, vous savez, je parlais du tragique. Le grand problème de nos sociétés contemporaines est que pour faire les grandes choses, il faut du temps. Et que nous avons méthodiquement construit tous les moyens de nous le voler à nous-mêmes. En étant dans l'urgence permanente, la communication permanente, et finalement on a l'impression de ne plus prendre de recul et d'être constamment face à des échéances. Je pense qu'il faut retrouver un certain sens du temps long. Ce qui ne veut pas dire de la procrastination ou de la perte de temps, au contraire. Et moi, j'ai appris que les choses importantes prenaient parfois du temps. Je demeure impatient, parce que je suis exigeant avec moi au premier chef, mais avec les choses, les événements. Mais je crois que la constance est le plus important, beaucoup plus que l'impatience. Et donc il faut creuser ce sillon, parce que c'est le temps qui révèle les choses essentielles. Et donc je voudrais que nous arrivions à retrouver ce sens du temps long, ce goût du temps long, qui est aussi celui de l'avenir. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, Νίκος.